Mm, Bonjour, merci à tout le monde, toutes et tous, de venir assister à ce talk, même si la fatigue commence à se faire ressentir. J'espère que je ne vais pas vous perdre rapidement. On va essayer d'avancer et présenter un sujet intéressant, vaste, et un sujet non seulement présent, mais d'avenir aussi, hein. Vers un monde numérique plus sobre et éco-responsable. C'est un titre un peu vaste, mais l'idée derrière cette présentation, c'est essayer d'avoir un cheminement pour pouvoir avoir ce monde-là, ne serait-ce qu'à notre niveau, notre patrimoine applicatif, notre système d'information, ou même plus large, hein, au niveau de l'industrie. Mais c'est un chemin parmi tant d'autres. Ce n'est pas le seul dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc si vous avez d'autres chemins qui sont pertinents par rapport à votre contexte, je suis très ouvert pour partager, pour pouvoir m'enrichir également de votre expérience. La première question, à chaque fois, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont en partie la réponse ou qui ont déjà la réponse pourquoi. On a tous connu déjà la prolifération des assets numériques, mais aussi des devices. Je n'ai pas utilisé le terme device, mais nos outils numériques ou digitaux, on en a de plus en plus et on en utilise de plus en plus et c'est de plus en plus présent dans notre vie. Ce qui fait qu'en 2020, il y a eu des études, même si je sais que ça commence à dater, où l'impact environnemental du numérique s'établissait aux alentours de 3-4%. Et c'était déjà au niveau de l'industrie aéronautique où on sait tous l'impact que ça a. Et derrière, ce qui était encore plus perturbant, je pense, c'était la projection qui en était faite sur 2025, voire un peu plus, où on allait être de l'ordre de 8 à 9% au niveau de l'industrie automobile, avec tout ce qu'on connaît comme impact environnemental lié à l'industrie automobile. Donc du coup, bien avant, déjà, on avait commencé à penser comment on peut faire mieux, réduire notre impact ou essayer de moins impacter, parce que notre industrie, je pense, commence à devenir non seulement de plus en plus présent, mais l'industrie qui pollue le plus, qui impacte le plus. Donc nous avons une responsabilité. L'objectif derrière le numérique éco-responsable, c'est de conserver nos devices le plus longtemps possible, ne pas renouveler, sauf que ça ne va pas tout seul. Ça ne va pas venir tout seul, pardon. Et il faut qu'on mette en place soit des outils qui nous permettent de le faire, des politiques qui nous permettent de le faire, et aussi, je ne vais pas utiliser le terme de rééducation, mais une sensibilisation auprès de nos équipes, nos familles, notre entourage, et tous ensemble. Moi, avant de continuer, je vais présenter rapidement. Je suis Tierno, je travaille pour AXA en tant que staff engineer, enfin un truc énorme pour dire que je suis développeur. Je pense que vous comprendrez mieux si je dis ça. Et je vais vous parler plus d'un cheminement. L'objectif derrière, pour garder les devices le plus longtemps possible, il ne faut pas non plus que par rapport aux applications logicielles qu'on va développer, nous organisons nous-mêmes l'obsolescence rapide des devices. Il faut que ce que nous développons puisse continuer dans les devices le plus longtemps possible. Ce qui va entraîner la réduction de l'énergie primaire pour pouvoir produire et utiliser ces outils-là, mais aussi l'extraction, la mise à disposition des ressources, l'eau qu'il faut pour refroidir les outils, que ce soit en hébergement ou au niveau des data centers de manière plus globale. Une fois qu'on a établi le terme pourquoi, c'est une définition succincte pour quelques minutes, hein, je ne vais pas pouvoir vous détailler le pourquoi. La question qui vient à chaque fois, que je commence à discuter avec mes collègues, hein, ou avec parfois certaines personnes avec qui on se côtoie, ok, d'accord, je suis partant, mais comment on procède? Parce que c'est une définition générique, c'est un terme global, tu as des concepts qui vont être beaucoup trop, je dirais, high level pour que tu puisses les appliquer le lendemain même ou que tu puisses être impactant avec ces concepts-là. Le comment procéder, là, le cheminement qui a été établi par rapport à ce qu'on fait, on va dire,
dans notre écosystème, c'est commencer déjà par établir les mesures et commencer à savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on doit s'améliorer. Et derrière, une fois que nous avons établi les mesures, mettre en place des politiques d'implémentation sobre avec les principes de green coding. Je ne vais pas avoir le temps de partager tous les principes de green coding, mais je vais en citer 2 ou 3, juste pour matérialiser le fait que lors de l'implémentation, c'est important de prendre en compte certains principes. Et l'idée derrière aussi, ce n'est pas d'avoir du one-shot. Ah, tiens, j'ai fait ça une fois, donc du coup, je suis sobre, c'est terminé. Il faut qu'on puisse mesurer dans le temps, qu'on puisse installer une sorte de boucle de feedback, que ce soit une amélioration continue au fur et à mesure. C'est important. Et vous vous posez la question, pourquoi mesurer pour améliorer? Parce que tout simplement, on est déjà sur des sujets, même dans la société de manière générale, qui sont très clivants. Il n'y a que la donnée qui peut permettre, première chose, de départager entre ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est correct ou pas? Si on ne mesure pas, on ne peut pas le dire. Et la deuxième chose aussi, nous-mêmes, à chaque fois qu'on va faire une action, si on veut savoir si cette action est là de l'effet, de l'impact, si je suis dans la bonne direction, il faut qu'on mesure. Tout ce qu'on fait, ça doit être mesurable. Et ça, ce n'est pas compliqué, hein, ce n'est pas à nous de produire les outils. Il y a des gens de la communauté open source sur ces sujets-là qui ont travaillé, qui produisent des outils, qui les améliorent régulièrement. Les outils que je vais mentionner là, si je ne les vends pas, je les trouve pertinents parce que je suis à l'aise avec. Si vous avez d'autres outils qui sont plus adaptés à votre contexte, soyez libre de les utiliser, mais il faut mesurer. Moi, par exemple, sur la partie build time, j'utilise EcoCode, intéressant. Ou aussi, parfois, vous pouvez avoir des... je suis sur un écosystème Java, donc c'est pour cela, ou en tout cas JVM. Visual VM pour profiler le fonctionnement en exécution. Après, vous avez EcoIndex Lighthouse. Et le fait de mesurer aussi la consommation d'énergie permet de dégager, on va dire, soit des tendances, ou en termes des améliorations que nous sommes en train d'apporter. Généralement, ça, j'utilise Kepler. Et en guise d'exemple, je mets ici EcoCode rapidement. Ça te permet de remonter des parties de ton code sur lesquelles tu ne respectes pas forcément les principes d'éco-conception. Ce genre de choses, ça peut être intéressant de corriger rapidement avant d'aller en production ou avant, en tout cas, d'aller à n'importe quel environnement. Parce que ça peut être un peu coûteux de le trouver après et de le corriger. Le deuxième exemple, c'est sur Lighthouse. Intéressant, c'est sur votre navigateur. C'est open source, c'est open source, oui. Vous pouvez l'utiliser très rapidement sans que ça nécessite une grosse mise en place. Après, vous pouvez aussi l'intégrer sur des pipelines, c'est beaucoup plus efficient pour faire de l'analyse à la volée, agréger vos informations, les remonter. Et le dernier, c'est Kepler. Et je ne vais pas parler de tout Kepler. Ce qui m'intéresse particulièrement sur Kepler, c'est le bloc du milieu, sur lequel il n'y a pas juste une consommation RAM, CPU. Ça existe, hein, vous pouvez le voir. Il n'y a pas juste aussi la partie consommation d'énergie. Derrière, il y a une estimation de l'impact carbone que ça a par rapport à ton endroit où ton application ou ton API ou ton soft est hébergé. Et quand tu discutes avec les responsables, le top management, ou en tout cas des gens qui ne sont pas techniques, qui ne sont pas de la partie dev, quand tu parles de RAM CPU, c'est abstrait et je les comprends. Moi, ça va me parler, ça va parler à mon copain qui dev avec moi, mais top management ou la personne qui prend les décisions, finalement, c'est lui qui donne les sous. Il faut que tu parles impact carbone pour qu'il puisse, ou en tout cas impact environnemental, pour qu'il puisse s'imaginer comment je peux raccrocher ça ou comparer par rapport à d'autres parties ou d'autres directions de la société ou même d'autres domaines comme la mode ou l'industrie automobile ou ce genre de choses pour voir comment nous sommes en train de progresser ou pas. Donc c'est en ça que je trouve Kepler intéressant. Il n'est pas le seul à le faire aujourd'hui, mais je suis à l'aise avec. Donc du coup, si vous trouvez autre chose qui est plus intéressant, n'hésitez pas à l'utiliser, mais c'est important de mesurer. Maintenant, une fois qu'on a nos outils de mesure, qu'on commence à voir un peu où est-ce que nous en sommes, forcément, non seulement nous développons des choses, nous nous faisons évoluer, nous corrigeons, il faut que dans le temps, nous puissions avoir des mécanismes qui nous permettent de développer, de coder de manière beaucoup plus efficiente, ne pas non plus dégrader notre score, parce que l'objectif, c'est de calculer, ou en tout cas de mesurer à chaque fois, voir un peu l'évolution que nous sommes en train d'avoir à travers nos actions. Et derrière, le premier principe, c'est l'efficience code algo, qui consiste à
trouver à chaque fois. Après, juste une petite précision, les principes ne sont pas liés à un langage donné. Même si j'ai précisé que j'ai un background Java, les principes vont s'appliquer à tous les langages, à tous les frameworks. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes d'autres langues, vous utilisez d'autres langages ou d'autres frameworks, ce n'est pas un problème. La partie efficience, ça consiste à choisir déjà les algorithmes ou développer des algorithmes qui vont effectuer les tâches avec le moins de consommation de ressources possible. Je ne vais pas utiliser forcément le terme d'opération parce que vous pouvez avoir parfois quelques opérations en plus par rapport à une tâche avec de moindre importance, moindre opération, mais être beaucoup plus efficient. Mais je vais plutôt utiliser le terme de consommation de ressources. Choisir les structures de données qui s'adaptent à votre traitement, à votre contexte, et qui réduisent le besoin en consommation de ressources, RAM, CPU et du coup consommation d'énergie également. Il y a des principes, les principes solides par exemple, ce n'est pas nouveau, ça ne vient pas du Green et vous le savez. Donc du coup, parfois il y a des bonnes pratiques, on ne réinvente pas la roue. Il y a par exemple des aînés qui ont travaillé sur des microcontrôleurs, du genre Arduino ou autres, ou même les premiers développeurs avaient moins d'espace. Donc du coup, ils étaient obligés d'optimiser, de partir à l'essentiel. Parfois, revenir juste à ce genre de concept-là peut beaucoup aider. Et sur la partie efficience, il y a une question de bon sens. Ça ne suffit pas toujours, hein, mais il y a une question de bon sens. Ne faire que le nécessaire, c'est important, ça paraît évident dit comme ça, mais ne pas anticiper les choses. Parce que nous tous, ça peut arriver qu'on se dise, tiens, cette fonctionnalité-là, elle va arriver dans quelques temps, donc du coup, j'anticipe. On fait tourner des choses en production qui n'auront peut-être pas d'utilité dans 6 mois, qui n'auront pas d'utilité d'ici 6 mois, ou même jamais. Et garder le bon sens, surtout. Garder les choses simples aussi pour permettre une bonne maintenabilité, une bonne reprise du code, et on perd moins de temps, on consomme moins d'énergie. Et ne pas se répéter, réutiliser les composants le maximum possible. Ça permet déjà de garder la maintenabilité, de réduire la duplication de code et aussi de pouvoir corriger à un seul endroit. On perd moins de temps et d'énergie en réalisant les choses à un endroit donné. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Parfois, on est obligé de dupliquer pour tout un tas de contextes. Mais quand on peut l'éviter, on y va, on n'hésite pas. Le deuxième principe, c'est l'optimisation de l'utilisation des ressources. Par ressource, ça peut aller de l'allocation mémoire, de la partie communication réseau, les IO fichiers ou ces genres de choses. L'optimiser au maximum, s'assurer que, par exemple, quand j'ouvre un fichier pour écrire ou lire, qui se ferme à la sortie, à la fin de mon traitement, si je peux soit faire la pagination ou faire du cache pour éviter d'appeler tout le temps le réseau, de solliciter des ressources réseau, je le fais. L'allocation mémoire, je réutilise par exemple, j'utilise le terme de variables, je réutilise les variables que j'ai déjà, au lieu de pouvoir réallouer plusieurs fois, allouer plusieurs fois de la mémoire. Ça aussi, ça peut permettre d'être un peu plus optimisé ou efficient en termes d'utilisation de ressources. Et la gestion durable des données, il y a plein de patterns dans ce principe-là, j'en ai pris que 2. Qui peuvent être intéressants, la déduplication. Ça réduit le besoin de stockage, mais aussi le besoin de traitement. Imaginez que dans une base de données, j'ai, pour chaque ligne, disparaît. Et quand je fais une requête, un select simple, basé sur un nom, ou un ID logique, pas du tout technique, si j'ai à chaque fois 5 lignes que je suis obligé de trier, de traiter, pour pouvoir décider de quelle ligne je prends, alors que je pouvais avoir une seule, forcément, non seulement je stocke plus, pas nécessaire, je traite plus, pas nécessaire. On peut l'éviter. La mise en cache intelligente aussi, ça optimise. Quand je dis vitesse de récupération, quand c'est là, c'est dispo, tu n'as pas besoin d'appeler le réseau. Forcément, ce n'est pas instantané, mais ça arrive rapidement. Et bien sûr, en fonction du contexte, le cache, je suis fan, mais il faut s'en méfier, il faut y aller avec parcimonie. Quand ce n'est pas du tout adapté à votre contexte, ça peut donner l'effet inverse. Il faut éviter de l'utiliser. L'exemple typique, c'est que quand vous avez des données qui changent à tout bout de champ, à chaque seconde, ce n'est pas forcément pertinent de les mettre en cache.
appelle, récupère la donnée fraîche et terminé. Et le dernier principe, gestion de l'énergie, réduction de l'activité réseau ou utilisation de mode d'économie de batterie. Ce principe-là, je l'ai mis plus pour expliquer le fait qu'on doit connaître notre contexte. On doit savoir ce sur quoi, le langage sur lequel on travaille, le concept fonctionnel, le produit, pour pouvoir prendre les décisions les plus éclairées possibles et être efficient, ou si je peux me permettre le terme. Parce que si on ne connaît pas le contexte, par exemple, si je travaille sur l'Android que je ne connais pas forcément, l'écosystème, je peux passer à côté de la partie mode d'économie de batterie. En tant que tel, l'exemple, ça peut être pertinent, mais c'est dans ce sur quoi vous travaillez. Connaître son contexte, c'est hyper important, parce que ça permet d'être plus à l'aise sur nos choix, déjà, de prendre les choix les plus efficients possibles. Ça ne veut pas dire à chaque fois on reste minimaliste. Si on peut le faire, on le fait. Mais en connaissance de cause. La réalité que je peux appliquer chez moi n'est pas forcément vraie dans un autre contexte. Donc, ne pas prendre les principes ou autres comme une vérité absolue. Appliquer en fonction du contexte et du besoin. Et une fois, enfin, en supposant qu'on a égrené l'ensemble des principes et qu'on a commencé, enfin, on a mis en place, on va se poser la question, est-ce que c'est sur un seul sprint ou est-ce que ça doit durer dans le temps? Pour moi, c'est une question d'amélioration continue. Et pour pouvoir faire l'amélioration continue, il faut qu'on puisse observer ce qui se passe au fur et à mesure, sur le long terme. Et c'est là qu'arrive la stack observabilité pour permettre déjà de faire une analyse et détecter les points d'inefficacité en termes de performance et de consommation d'énergie pour pouvoir itérer et améliorer après chaque itération. C'est intéressant et ça peut être important parce que des avantages qu'on va gagner en faisant une implémentation ou en appliquant un principe tout à fait pertinent, si on ne fait pas attention et qu'on ne mesure pas, qu'on n'itère pas dans le temps, on risque de le perdre sans le savoir, en pensant qu'on est bon, parce que l'objectif aussi, ce n'est pas juste de brandir les chiffres. Voilà, tiens, je suis bon, j'ai fait. C'est de pouvoir voir ça dans le temps, que ça s'améliore, qu'on puisse voir qu'on est en train de, non seulement de partir dans le bon sens, et qu'on améliore quelque chose. Et j'ai quelques points clés sur l'efficacité au final des logiciels, des applications et de tout ce que nous faisons dépendra de l'utilisation des ressources de manière efficiente et les améliorations de cette performance ne reposent en partie sur les gens qui vont développer les outils ou en tout cas qui vont concevoir, développer, exploiter les outils, mais aussi il y a l'aspect utilisateur derrière. Si on accompagne, on ne sensibilise pas les utilisateurs parce que sur les gestes éco-responsables, on peut passer à côté d'une certaine optimisation aussi, même si on a fait une partie. Donc, ne pas hésiter à discuter avec les acteurs qui tournent autour, qui connaissent aussi qui utilisent notre outil et qui doivent connaître une manière efficiente de l'utiliser. Il y a quelques ressources que je vous partagerai avec les slides. C'est des ressources open source, soit open sourcées par AXA France, comme le Daily Clean qu'on utilise pour optimiser les ressources. Elle applaudit parce qu'elle fait partie de l'équipe qui a produit le Daily Clean lorsqu'elle était chez nous. Bravo. Et il y a SlimFast aussi. Et la Green Software Foundation avec Impact Framework. Intéressant aussi, je partagerai les ressources. Et le dernier point, c'est que, en tout cas, de mon constat, pas de beaucoup, il faut que nous soyons le changement que nous voulons voir arriver. Il faut que nous mesurions l'impact. Adoptez les principes de green coding. Si vous en trouvez d'autres qui sont plus pertinents, allez-y. Mais il faut commencer. Et ne pas hésiter à commencer petit. Et itérer pour grandir au fur et à mesure. Apprendre des uns des autres. Il n'y a pas que ce que nous faisons en interne dans notre entreprise qui peut être pertinent. Ne pas hésiter à le confronter avec ce qui se passe dehors. C'est encore pertinent si c'est amélioré. Et les communautés open source autour de ces genres de choses-là sont très, 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 très riches. Ne pas hésiter à les voir. Un code durable, pour moi, c'est un avenir durable pour les logiciels. Mais il faut l'améliorer à travers le temps. Et il faut s'engager à mesurer et réduire. Ensemble, nous pouvons tous, pas demain ou après-demain, mais dans le temps,
coder un avenir plus durable. Merci d'avoir assisté à la présentation.